Bienvenue dans Salaire Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. La dépense, l'argent, le plaisir, la grosse question. On confond souvent le business et l'argent infini. On confond souvent les gens qui réussissent en business et les grosses dépenses. Et on confond souvent, en tout cas au début, le portefeuille de son entreprise et son portefeuille personnel. Ce qui est un énorme problème. On va voir tout ça ensemble et je vais t'expliquer comment, qu'est-ce que tu peux faire, quelles sont les réalités en fait de cette vie d'entrepreneur. Que se passe-t-il quand tu commences à bien gagner ta vie? Est-ce que ça correspond à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça veut dire que tu vas automatiquement t'acheter une Lamborghini et que ta vie sera pavée d'hôtels de luxe et de jacuzzi incroyables que tu pourras mettre dans ta cuisine si ça te fait plaisir? Est-ce que tu auras des robinets en or? Est-ce que tu auras quelqu'un pour te frotter le dos dans la douche tous les jours à ta disposition? Peut-être, peut-être pas. Je vais commencer par te parler du début. Comment ça se passe quand tu fais un petit peu de trésorerie au début? En général, tu es en auto-entrepreneur, tu vois, donc tu démarres, tu es dans ton petit bricolage, ça fait un petit peu de trésorerie, c'est super, tu as un petit peu de sous, tu commences à arrondir tes fins de mois, si je peux dire. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé au début. Je travaillais et à côté, je gagnais un petit peu d'argent. 200 euros, c'était bien. Je trouvais ça énorme, 200 euros. C'était vraiment pas mal. Après 300, 400, 500 au fil des mois. Et un jour, tu rencontres ce moment où tu peux à peu près égaler ton salaire. Et là, tu dis, tiens, je gagne 1500 euros et à côté, je gagne 1500 euros. Et c'est à ce moment précis que tu commences à péter un câble et à croire que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie, que tu as atteint ta condition maximum d'humain et que dans le cadre de ta nouvelle vie d'opulence, tu peux tout acheter. C'est ce que j'ai fait pendant les premières années de ma vie de salarié. J'ai essayé de tout acheter alors que je n'avais même pas de business. Et ensuite, lors de toujours ces premières années-là, lorsque j'ai commencé à faire un petit peu de trésor à côté, pareil, j'ai essayé de tout acheter. Je dépensais 80% de mon argent pour acheter n'importe quoi. J'estime que c'est un passage, pas forcément obligé quand tu ne sais pas, mais c'est un passage qui t'attend si tu n'es pas formé sur la question et un passage que je vais, je l'espère, t'éviter si jamais tu es à peu près dans cette zone-là ou encore pire si tu es plus loin. J'ai pu rencontrer des entrepreneurs qui étaient à un niveau beaucoup plus avancé que ça et qui étaient toujours dans ce game du m'as-tu vu, du dès que je fais un petit peu d'argent, je vais m'acheter des trucs de luxe. Il y a un réflexe comme ça qui est de s'acheter, alors j'ai eu de la chance, c'était pas trop mon délire, mais qui est d'aller s'acheter des objets de luxe pour en fait singer un train de vie qui ne correspond pas à ce que tu es en fait. Retiens bien ça. Singer un train de vie. Pourquoi tu veux t'acheter un truc de luxe aujourd'hui? Pourquoi ça t'intéresse d'aller acheter je sais pas, un portefeuille de ouf, un sac à dos de ouf, un sac tout court peut-être de ouf, une sacoche de ouf, ou des baskets ou des lunettes hors de prix, que tu vas venir mettre dans une vie qui ne correspond pas à ce train de vie-là. Si ton loyer c'est 750 euros et que tu achètes une paire de lunettes à 500 euros, il y a un problème quelque part. Je ne peux pas t'en vouloir. Écoute, moi aussi j'ai dépensé n'importe comment. Mais fais-toi au moins cette réflexion-là. J'espère au moins avoir positionné une petite graine, tu vois. Semer une petite graine qui peut-être au moment de faire cet achat, tu vas dire attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Quoi? Pourquoi? Mais en fait, je suis en train de répliquer ce que je vois sur Internet. Apparemment, la vie m'a montré que la richesse égale Louis Vuitton. Donc, je dois m'acheter du Louis Vuitton pour montrer que je suis riche à d'autres personnes qui, elles, rêveraient d'être riches. Donc, moi, je fais semblant grâce à cet objet. Mais en fait, non. Mais en fait, dans ma tête, oui. Mais en fait, je sais que non. Parce que je le vois. Je le vois dans mon cadre. Je le vois sur mon compte bancaire. Je le vois. Donc, je me mens et je mens à mon entourage. Perpétuellement. Fais attention à ne pas tomber dans ce truc-là. Parce que c'est difficile d'en sortir. Vraiment, 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 c'est difficile d'en sortir. Donc cet argent, comment on le gère? Qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un peu de trésor? Contrairement à ce que croient les gens, quand on a fini en fait de s'amuser avec le statut auto-entrepreneur pendant quelques années, ce qui est très bien, je te félicite si tu en es à ce stade-là, et je te conseille de souscrire à ce statut si ce n'est pas encore le cas et que tu as une petite activité. Il faut déclarer ce que tu fais, attention petit coquin. L'argent, la trésorerie que tu vas gagner, est dans ta boîte. Ok? Il y a toujours, et je pense que ça va durer longtemps, ce défaut de perception entre chiffre d'affaires et
argent sur ton compte bancaire, personnel. Fonds personnel, chiffre d'affaires, c'est très différent. C'est pas pareil. Ok ? Autre point par rapport au chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires ne correspond pas à la marge. Ok ? Si je vends des produits qui coûtent 100 euros, n'importe quel produit, peu importe, c'est pour l'image, mais qu'à mon fournisseur, si par exemple j'ai un fournisseur et que je ne vends pas du service, je les paye 50 euros, ma marge est potentiellement de 50 euros. Okay, c'est-à-dire que quand j'enlève tout, l'imposition, etc., elle sera beaucoup plus basse, mais la marge brute, c'est 50 euros. Donc, si je fais un chiffre d'affaires, je t'annonce un chiffre d'affaires de 100 000 euros, ça veut dire que dans le cadre de mon entreprise, effectivement, sur cet exercice-là, 100 000 euros ont transité dans mon entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, j'ai 100 000 euros. Tout dépend du taux de marge. Et souvent, les gens confondent ça. Ils entendent 100 000, ils disent « Ah ouais, 100 000, ouah, tout ce que tu peux t'acheter avec 100 000 euros. Oh, truc de ouf, ça fait un quart du prix de ma maison. Ouah, c'est fou, encore 4 années comme ça, tu peux t'acheter ma maison. » Non. Marge, fonds personnel, très différent. Sachez qu'on est en France, en tout cas si vous hébergez votre société en France, c'est pas si facile que ça de récupérer les sous qui sont dans l'entreprise. Néanmoins, la facturation vous oblige à faire transiter cet argent par votre entreprise et pas par votre poche. Donc l'argent est facturé à votre client, on va faire simple. Cet argent, ces 1000 euros arrivent dans votre entreprise. Une fois que c'est dans votre entreprise, vous avez un choix. Vous pouvez les laisser et faire en sorte que ça paye les frais qui sont à payer dans le cadre de votre activité. Vous pouvez les laisser pour récupérer une petite partie à la fin de l'année, à savoir ce qu'on appelle des dividendes, mais on en reparlera peut-être plus tard, ou vous pouvez vous payer. Et c'est là qu'arrive cette grande question de combien je peux me payer si j'encaisse 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Puis-je retirer 4000 euros et me payer 4000 euros? Est-ce un choix judicieux? Est-ce que j'ai officiellement 4000 euros de salaire quand je fais 4000 euros de chiffre d'affaires? La réponse, désolé de vous décevoir, c'est non. C'est non parce que vous avez des frais fixes et c'est non parce que vous avez potentiellement des charges. Pour que tout le monde comprenne l'exemple parfaitement, tout le monde a déjà travaillé ou les auditeurs de ce podcast travaillent de manière tout à fait conventionnelle. Encore une fois, j'ai fait partie de l'équipe pendant très longtemps. Je gagnais 2000 euros par mois, ok, en tant que salarié. Il existe ce qu'on appelle des charges patronales, en tout cas en fonction du statut de l'entreprise dans laquelle vous bossez. Regardez votre fiche de paye. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il n'y a pas marqué 2000 euros dessus? Qu'il y a marqué 3900, 3800 si jamais vous gagnez 2000. Étonnant, hein? Il y a un nombre de charges pour les grosses boîtes qui est mais incroyable. Ce qui fait qu'en réalité, un patron qui veut vous donner 2000 euros par mois, vous lui coûtez quasiment le double. Vous lui coûtez quasiment 100% en fait de ce que vous allez lui prendre en termes de salaire. La dernière fois que j'ai regardé, c'était à 85%. Okay, donc si vous coûtez 1000 euros à votre patron, enfin si vous prenez 1000 euros par mois, en fait lui il va poser 1850 pour vous donner 1000. Donc ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'il faut facturer. Si c'était votre boîte, il faudrait faire un client à 1850 euros, même un peu plus, pour que vous puissiez vous payer 1000. Et une fois que ces 1000 arrivent sur votre compte personnel, vous avez l'IR, l'imposition sur le revenu bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut déclarer, comme vous le faites tous les ans, ce que vous gagnez dans le cadre de votre activité professionnelle. Et dans le cadre de votre activité professionnelle, en fonction du montant que vous avez dégagé cette année-là sur l'exercice en cours, vous avez une imposition qui n'est pas la même. Donc, avoir une boîte générer 100 000 euros par exemple de CA par mois et se dire « Victoire, je vais me payer 10 000 euros » n'est pas forcément une très bonne idée. Et je vous explique pourquoi. Quand vous vous sortez 10 000 euros par mois de salaire, vous entrez dans la tranche haute de l'imposition sur le revenu. Et c'est pour ça que c'est intéressant la fiscalité, même si bon, c'est un sujet que des personnes vont trouver un peu boring, c'est qu'en fonction de ce que vous voulez faire, il y a des choix qui sont judicieux ou pas. Si vous avez pour projet d'acheter quelque chose de super cher et il faut que vous puissiez justifier de gagner 10K par mois, effectivement, ça peut être intéressant de vous les sortir, même si vous êtes sur la tranche d'imposition personnelle la plus haute et que c'est l'enfer et que vous avez donné 50% de ce que vous gagnez. Mais si vous n'avez pas besoin de ces 10 000 euros et qui sont juste dédiés à Flex, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas du tout une bonne idée même. Donc, il y a vraiment toujours ce choix fiscal à faire en fonction d'eux. Et la stratégie, je peux vous la donner. En tout cas, moi, c'est celle que j'applique à titre personnel. Que je fasse 20, 30, 40, 50, 100 cas de chiffre d'affaires par mois. Dans tous les cas,
je vais me payer ce dont j'ai besoin. Tout simplement. Pour éviter d'assassiner la trésorerie de ma boîte inutilement et pour éviter de m'assassiner moi en termes d'imposition personnelle. Parce que si je m'amuse à me sortir 10K, c'est quasiment la moitié que les impôts prennent. Est-ce que tu te rends compte du truc? Tu gagnes 10 et les impôts, ils vont prendre quasiment 5. 4, 4,5, 5. Tu te rends compte, tous les euros que tu gagnes, on coupe en deux, hop, moi je prends la moitié, l'autre c'est pour l'imposition. Chaud. Alors, en général, on n'y pense pas à ça. Regardez, vous rêvez de gagner 10 000 euros par mois, t'es sûr? Est-ce que tu rêves de gagner 10K par mois? Je suis pas sûr. Pourquoi? Pourquoi ce chiffre de 10K par mois? Tu l'as modélisé? Pourquoi? Qu'est-ce que... Tu as une vie à 10 000 par mois. Tu vas avoir un sacré loyer quand même. Personnellement, moi, j'ai pas de charge fixe à cette hauteur-là. J'ai pas besoin de me sortir 10K par mois. Ça sert à rien. Ça sert à rien et ce serait un assassinat autant fiscal que personnel. Inutile. L'argent après, il arrive en perso, ok. Mais ce qui est génial, encore une fois, c'est qu'on a à disposition en France des fiscalistes qui peuvent t'aider ou vous aider à créer, je vais utiliser un mot duquel il ne faut pas avoir peur, des montages. Et ça ne veut pas dire que c'est des trucs compliqués, qu'on va ouvrir une société aux Bahamas. On n'est pas dans un film en fait. Dans la vraie vie, il y a ce qu'on appelle les contrôles fiscaux. Ou même je dirais les contrôles fiscaux. Où il y a une personne qui va s'occuper de votre cas, ligne après ligne. Et vu qu'on n'est pas dans attrape-moi si tu peux, il va trouver les choses bizarres. Il va trouver cette société écran que vous avez cru bon de monter sur le côté pour essayer de sortir de la trésor. Et il va compter tout ce qui est sorti, ligne après ligne. Parce que quand on a le temps, c'est ça la règle ultime, on trouve toujours des choses. Si on passe au crible toute ta vie, on va trouver des dingueries. C'est sûr. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait, personne n'est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on a tué des gens. Mais ça veut dire que quand on cherche, on peut trouver des sacrées petites choses. Et parfois, c'est des petits détails. Mais des petits détails qui peuvent coûter cher. On va aller regarder, tiens, tu utilises le service Revolut? Est-ce que tu as déclaré ton compte Revolut aux impôts? Oui, non? Attends, on va regarder, parce que c'est sur 3 ans. Oh mince, ça fait 3 ans que tu ne l'as pas déclaré. Par contre, c'est 1 500 € d'amende par année de non-déclaration. Donc juste sur ce compte Revolut, même si tu ne l'utilises pas, il est ouvert à l'étranger, tu dois le déclarer, ça fait 1 500 par 3. Tiens, c'est étonnant, tu as Binance ou Crypto.com ou même les deux, tu n'as jamais déclaré. Ah bah tiens, ça fait 3 ans. Pareil, 1 500 € x 3 x 2 puisque tu avais 2 comptes. Ça va très vite. Et ça, c'est le genre de résultat qu'on a quand il y a un contrôle fiscal. C'est qu'en profondeur, on va regarder les détails de ta vie si tu t'amuses trop avec l'État. Et c'est pour ça qu'on voit des gens parfois qui prennent des tremplins de ouf et dans un excès de confiance assez incroyable, ils se croient plus forts que le système. Et ils disent, moi, je fais 100K par mois. Donc je suis plus fort que l'État et je vais gagner en cachant. Et ils cachent et ils montent des trucs et ils croient qu'ils sont plus intelligents que le système. Et un jour, il y a un mec qui toque. Bonjour, c'est pour un contrôle de toute ta vie. On va regarder un peu où ça va tes trucs. Ticket par ticket, on va les prendre et on va voir si c'est vrai. Si tu avais vraiment fait ce dîner avec Raymond le 22 à 16h30. On va appeler Raymond et on va voir s'il te connaît. Et on va voir si vous avez vraiment mangé des maquis. Puisque tu fais passer ça sur la boîte. J'enchaîne avec cette petite transition et voilà comment ça se passe. Quand on a une entreprise, c'est pas forcément qu'on devient plus riche. Enfin, techniquement, on peut se générer effectivement plus de salaire qu'un salarié normal, entre guillemets, ce qui veut un peu rien dire. Si tu as des besoins à hauteur de 1 500 € par mois et que c'est bon pour toi, paye-toi 1 500. L'avantage, c'est que tu as une manne financière au-dessus de ta tête qui te permet d'être un peu tranquille. Et tu peux dire, bah écoute, voilà, aujourd'hui, je vais me payer à partir de maintenant 1 500 € par mois, sauf que j'ai dégagé sur l'année passée 100 000. Donc, ça me met confort. Je sais que j'ai une trésorerie à 6 chiffres, alors que là, je me paye à 4 chiffres. Donc, c'est OK, ça me donne un petit peu d'avance. Ça me permet d'avoir le temps. Et donc, la stratégie, ce qui est utilisé par la plupart des personnes qui essayent d'être honnêtes, je l'espère, c'est de faire passer sur l'entreprise les frais qui sont liés à ta boîte. OK ? Un exemple tout bête, tu es locataire d'un endroit, tu bosses chez toi, tu loues ton appartement et il s'avère que tu utilises 50% de ton appartement, tu as un studio YouTube et tu as un bureau. Ça constitue 50% de ton appartement dans mon exemple. Tu peux défalquer ces 50% de ton loyer en payant une partie avec ta boîte. Parce qu'il y a une utilisation dans le cadre professionnel.
Donc c'est pour ça qu'on entre dans l'optimisation fiscale. C'est ça qu'on appelle de l'optimisation fiscale. C'est pas des calculs chiants sur Excel pour essayer d'aller gratter des trucs avec lesquels on comprend rien. C'est comment je peux intégrer un maximum de mon activité professionnelle dans mon quotidien. J'ai une voiture de fonction. Effectivement, je vais payer une potentielle quote-part si j'utilise à titre personnel, ce qui est tout à fait OK. Mais ça me coûtera moins cher, logiquement, de la payer avec l'entreprise ou de prendre un leasing spécifique professionnel ou de prendre une voiture qui n'est pas forcément tout à fait celle que je voulais, mais un espèce d'entre-deux que je peux faire rentrer dans ma boîte parce que c'est pas une Ferrari, mais c'est pas une poubelle non plus, mais elle est un peu middle et ça passe en termes de voiture pro, plutôt que de mettre 20, 30, 40, 50 000 d'argent personnel sur une voiture. Tu vois, c'est que des optimisations comme ça. C'est pas de l'arnaque ou des stratégies ou des trucs que tu fais dans une pièce sombre avec ton comptable où c'est compliqué, dis tiens on va ouvrir un truc de ouf. Pas du tout. C'est vraiment des trucs nets, c'est bonjour monsieur, aujourd'hui quel est votre train de vie? De combien d'argent avez-vous besoin pour avancer? Quel est votre loyer si vous en avez un? Quel est votre crédit si vous en avez un? Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec votre entreprise plus tard? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos projets? Si tu as un projet d'investissement futur, que tu aimerais bien être quelqu'un qui a beaucoup de patrimoine, il va te recommander de créer des entreprises que tu pourras connecter entre elles pour pouvoir investir à l'intérieur et faire bouger des fonds directement dedans. Sans trop te donner de détails, je vais te donner encore un exemple par rapport à ça. Admettons que tu as un profil, tu as besoin de 1000, 1500 euros par mois dont tu ne te payes que ça, tu vois, ce dont tu as besoin. À la fin de l'année, tu récupères en dividende donc un petit pourcentage supplémentaire par rapport à ton chiffre d'affaires tranquillement, qui est imposé d'ailleurs à 30%, donc ça c'est cool. Il y en a qui trouvent que c'est beaucoup, mais bon, ça fait partie du jeu. Après, tu peux changer de pays si jamais la position, tu l'aimes pas. Il y en a qui le font, je comprends, et je comprends très bien, parce qu'à partir de certains montants, ça les excite trop, ça les titille trop. Mais c'est toujours pareil, l'imposition, ça bouge. Donc tu peux faire ça, récupérer en dividende, ce que je t'invite à checker un petit peu sur Google. Je ne veux pas aller trop loin dans la description pour pas que ça devienne trop relou, trop désagréable à écouter ou à regarder, mais il est possible de récupérer une partie des fonds de ta boîte à hauteur d'un certain pourcentage en fonction des associés à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est vraiment passionnant. Je ne suis pas trop un mec des mathématiques à la base, mais là, ce n'est pas des maths, c'est de l'opti, c'est du réglage, c'est de la précision. C'est ça que j'aime beaucoup en fait dans l'organisation fiscale. Bon, je te rassure, faire des fiches d'imposition, ça ne me passionne pas, mais optimiser, réfléchir, c'est pas mal. Donc, je reprends sur mon exemple d'investissement. Donc, je veux me payer 1500 parce que j'ai besoin que de 1500 pour vivre. Et c'est tout à fait... voilà, peut-être que tu vas trouver ça beaucoup, tu vas trouver ça peu, voilà, peu importe. Chacun son train de vie. Et je sais qu'à terme, j'aimerais bien avoir du patrimoine immo. Voilà, je me dis, pour mes enfants, j'ai envie de pouvoir transmettre de l'immo. C'est un truc qui me plaît, c'est un truc qui me passionne. Schéma numéro 1, je prends l'argent de l'entreprise pour l'investir dans un bien. Donc rappelle-toi du chemin, entreprise, ma poche perso. Entre les deux, il y a une imposition qui est ce qu'elle est en fonction de mon statut. Je ne peux pas faire une règle magique. Hier, imposition sur le revenu à titre personnel puisque j'ai tiré de l'argent. Donc t'imagines bien que quand je vais prendre 10, 20, 30, 40 ou 50 000, quand ça arrive sur mon compte, le virement, il a vécu. Il est passé entre les mains de tout le monde, il ne reste plus grand-chose. Et cet argent, je vais le réinjecter dans un bien immo. Donc, il va dans l'autre sens. Et là, je peux peut-être commencer à faire un investissement. Si je vais voir un fiscaliste ou un comptable et que j'optimise tout ça, comme je te l'ai indiqué, tu peux créer des sociétés qu'on appelle des SCI, des sociétés civiles immobilières, que tu peux connecter à d'autres boîtes, ce qui permet de faire transiter l'argent dans ton groupement d'affaires. Tu vois, par du fait que quand tu as plusieurs boîtes, c'est un groupement d'affaires. Si l'argent sort de ton groupement d'affaires, de ton cercle-là, il y a une imposition spécifique, voire une double. L'imposition parce que tu te payes, l'imposition sur le revenu. Alors que si tu fais transiter directement l'argent dans ton groupement d'affaires, il y a une imposition qui est extra faible, justement parce que tu laisses l'argent dans ton cadre, ou dans ton petit rond si tu préfères, dans ton groupement d'affaires. Donc pareil, si tu as la vision de ce que tu veux plus tard, tu l'exposes à ton comptable qui te dira voilà, là il faut créer telle chose pour faire telle boîte, pour faire telle chose. Et peut-être que ta maison, et c'est ce qui se passe avec les gens qui sont considérés comme des personnes très fortunées, quand tu regardes ce qu'elles ont à titre personnel, elles sont des entreprises. Tout simplement, ce qu'on appelle des personnes morales. Tu vois, quand tu regardes un tel qui a tel immeuble, c'est pas à lui, c'est à la SCI Poirot. SCI Poirot. Et dans la SCI Poirot, il y a Monsieur Poirot, il y a Madame Poirot, et les enfants de monsieur et madame Poirot. Et ce qui est génial,
c'est que ça rend ton bien ce qu'on appelle liquide. Ça veut dire que si Monsieur Poirot disparaît, bah, les autres personnes récupèrent les parts et pas l'État. Alors que si tu mets rien en place et que tu te dis, écoute, moi je fais beaucoup de trésor, je me paye en direct 10 bars par mois. Ok, il faut payer 40% d'impôts. Ok, il me reste 6. Je veux acheter un truc à 200 000. Je ne peux pas te faire le calcul de tête, mais imagine. Je veux le payer cash avec l'argent que moi qui n'y ai fait mon argent. Il te reste 6. Après ton IR, bah, tu te fais allumer, éclater dans tous les sens. Tu vides ta boîte, tu la ponces. Tu vois, avais 1 million dessus. À la fin, quand tu as tiré toute ta thune pour avoir tes 400 000, il reste... c'est la guerre. C'était un terrain et laisse tomber. C'est le battlefield. Le battlefield. Il y a des gens morts par terre, il y a des casques, il y a des armes, il y a du sang partout. C'est une horreur si tu n'as rien optimisé. Et derrière, tu investis, tu achètes ton truc. Et quand tu fais le compte à l'envers et tu regardes l'effort que tu as déployé pour le moindre euro, tu te dis, ah ouais, d'accord. J'aurais peut-être dû optimiser. Et là, la petite surprise, comme tu n'optimises rien, tu achètes en nom propre cette maison qui coûte X et tu meurs. Et cette maison qui flotte dans l'air, qui n'est liée à aucune société civile immobilière, elle revient à l'État. Ou sinon, tu as une option très sympathique qui fait mal au cœur, c'est triste mais c'est comme ça. Tu dois payer des droits pour avoir accès aux biens. Droits bien évidemment que tu es obligé de régler. Enfin, c'est tes descendants qui sont obligés de les régler. Ça peut être même parfois la personne avec laquelle tu vis. Donc imagine, tu es avec quelqu'un qui est très perso. Il fait son truc de son côté. Il arrive à avoir un bien. On sait que tu es la personne la plus proche. Il est parti, hélas, je te le souhaite pas. Il faut payer des droits de succession. Et on te dit, bah écoutez, pour récupérer la maison, là, c'est un pourcentage de son prix, de sa valeur à J. C'est 200 000 euros. Cash. Il n'y a pas de crédit, de oui, je vais voir demain. Il n'y a pas. Même s'il faut récupérer un bien et de l'argent, tu ne peux pas récupérer l'argent qu'on va te donner pour payer les droits de succession. Tu dois les régler. Et voilà comment on transforme un move qui semblait quelque chose de bien pour sa famille, pour son avenir, en une poubelle cosmique. Et tu peux laisser à tes enfants une dette comme ça, qui sont libres de ne pas régler, hein, mais ça reviendra à l'État. Donc voilà comment tu peux sacrifier, et c'est super triste, j'ai vu tellement d'exemples comme ça, le travail de toute une vie, en étant trop personnel, trop centré sur toi, trop centré sur le fait de ne rien apprendre. On y revient à chaque fois. Tu n'apprends rien, tu n'évolues pas, tu n'optimises pas, tu n'es pas au courant de ce qui se passe et tu fais des erreurs que tu ne sais pas et qui peuvent coûter très cher. Comment tu peux foutre en l'air le travail de toute une vie? Tu partais sur un truc carré, tu croyais que tu allais être la pierre angulaire de ta famille et en fait tu deviens le créancier. Tu crées une dette incroyable que personne ne peut régler, tu vois. Personne ne peut te les sortir tes 200K, il y a zéro entrepreneur dans le truc. Les gens au max ils gagnent 3 000 euros par mois, ce qui est très bien. Mais 200K net, ils ne peuvent pas les poser. Impossible. Ils travaillent depuis 2 ans, 3 ans. Même s'ils avaient économisé chaque euro, c'est mort. Ils essayent de faire des crédits, ils se bagarrent. Ils vont être obligés de s'endetter en fait discrètement pour pouvoir payer ce truc-là et espérer toucher ce que toi tu as déployé. Bilan. Tu as monté une société. Tu as travaillé pour. Tu as sorti toute une trésor comme un gueudin sans prendre compte des optimisations. Donc en fait, à chaque fois que tu as sorti de l'argent, tu en as perdu une quantité astronomique. Derrière, tu t'es fait imposer à l'IR. Ce qui est normal, c'est imposition sur le revenu. Personne ne peut payer cette fameuse dette. T'amènes des problèmes à ta famille. Et en plus derrière, comme les gens ne peuvent pas régler, c'est l'État qui récupère. Donc l'État a récupéré, il ne faut pas le voir comme le grand méchant, c'est un exemple. L'État a récupéré une bonne partie de ce que tu as généré et au final, récupère même la finalité en fait de ton projet. Parce que tu as mal géré. Et c'est la même chose avec les assurances vie. On laisse de côté, on s'en occupe pas, on dit mais attends, il n'y a pas de problème. Je suis en bonne santé, tout va bien, je n'ai pas besoin de m'embêter avec ça. Je n'ai pas besoin de placer, je n'ai pas besoin d'assurance vie, c'est des trucs que je ne connais pas, je ne m'intéresse pas au sujet. Intéresse-toi au sujet, honnêtement, intéresse-toi au sujet. Prends une assurance vie, c'est la base. Personne n'est immortel et tu ne le verras peut-être pas venir quand tu vas claquer. Tu ne le verras peut-être pas venir. Si tu veux te motiver à faire ça, essaye de comprendre que tu es en train de laisser un piège ou une énorme connerie ou d'énormes problèmes aux personnes qui vont rester pour toi. Fais attention à ça. Donc si tu peux prendre une assurance vie, ça coûte pas la lune, tu as moins de difficultés à sortir pour aller faire un resto, aller boire un verre ou une connerie comme ça que pour prendre une assurance vie, c'est un truc que je comprends, mais occupe-t'en. Parce que tu sais pas de quoi demain est fait en fait.
Tu peux tomber, tu peux te prendre un coup de pare-choc, tu peux avoir un accident. Encore une fois, plein de trucs que je te souhaite pas. Mais c'est possible. Il y a des gens qui disparaissent tout le temps. Tu peux tomber malade, il peut t'arriver plein de choses. C'est super triste, mais c'est comme ça. Et si t'as pas prévu le coup, c'est pas quand il te reste 24 heures à vivre qu'il faut commencer à passer des coups de téléphone pour mettre en place des choses. C'est mort. C'est mort. Donc pense à toi. Pense aux gens qui t'entourent. Pense à ta famille et à assurer le coup. Et si tout ce que je viens de te citer, ça ne te parle pas, si tu connais rien dans tout ça, renseigne-toi, pose des questions, utilise YouTube, appelle ton conseiller, appelle ton assurance. Regarde des vidéos YouTube sur le sujet, il y en a plein, il y en a pléthore qui vont t'expliquer à quoi ça sert, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que ça amène. Renseigne-toi, parce que ça devrait être, pour moi ça fait partie des choses qu'on devrait apprendre à l'école. C'est un peu le starter pack de la vie. C'est aussi commencer par savoir assurer la mort. Vraiment. C'est pas un sujet très agréable, mais c'est réel. On est tous au courant de ça et on a tous déjà perdu quelqu'un de cher.